Tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe David, comment allez-vous ce soir? Ça va et vous? En pleine forme, en pleine bourre comme vous dites tout le temps. Absolument, beaucoup de réactions des auditeurs de Sud Radio avec beaucoup de sujets qui les concernent. Le débat continue autour de la fin de vie, justement on en avait parlé il y a quelques semaines avec vous. Vous nous avez suggéré ce sujet, on va en parler, on va vous donner la parole. Justement, les députés ont approuvé en commission ce mercredi 4 février la création d'un droit à l'aide à mourir. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec d'un droit à l'aide à mourir? Vous nous le dites, 0826 300 300. Eh bien, on va commencer avec Ginette qui nous appelle des Côtes-d'Armor. Bonsoir Ginette. Bonsoir Philippe, bonsoir. Je suis désolée, je ne me souviens plus du prénom de votre François-Louis. Il y en a deux à retenir, François-Louis. Voilà, pas de souci Ginette, bonsoir, allez-y, on vous donne la parole. On vous écoute. Oui, donc moi j'ai été confrontée au départ de mon mari il y a de cela presque 3 mois. Il est décédé d'une paralysie supranucléaire progressive, une maladie apparentée à Parkinson et à Alzheimer. Et donc moi je suis pour une aide à la fin de vie, disons, quand on sait qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Les 5 derniers jours ont vraiment été terribles parce que on attend guette le dernier souffle et puis je pense que là, on dit toujours que l'ouïe est le dernier sens qui fonctionne avec le toucher. Voilà. Et donc je pense qu'il est encore il savait, je pense qu'il le savait parce que le dimanche soir il est décédé dans la nuit du dimanche au lundi. Le dimanche soir, moi j'ai craqué littéralement lorsqu'une infirmière et l'aide-soignant sont arrivés pour lui faire des soins. Et j'ai dit, mais est-ce que vous trouvez que ce sont vraiment des soins de confort? On dit confort, mais enfin le malade, on ne sait pas comment il réagit. Moi je pense qu'il savait un peu parce qu'il avait quand même un petit peu encore le toucher, même si c'était très très léger. J'ai vu des grosses larmes couler sur ses joues. Donc on l'a mis vraiment en soins confort le mercredi, il est décédé donc dans la nuit du dimanche au lundi. Et je pense qu'il a dû entendre ma réaction, ma colère en quelque sorte, parce qu'en plus l'infirmière venait avec un plateau, une aiguille et une seringue. Je lui ai demandé pourquoi faire. Elle m'a dit c'est pour une piqûre contre la phlébite. Alors là j'ai explosé. J'ai dit écoutez, on attend le dernier souffle. Alors j'ai dit non, je vous interdis d'y toucher. Je vous interdis. Et puis je pense qu'il a dû entendre. Pour moi, il a dû entendre. Et puis il est parti à 4h30 du matin. Donc c'est pour ça que les 4-5 derniers jours ont été horribles et que je pense qu'il s'en rendait compte, je me répète, mais que j'aurais préféré qu'on l'endorme doucement et puis qu'il parte comme ça. Voilà. Est-ce que c'est très courageux de venir témoigner sur Sud Radio? Et est-ce que votre mari avait fait des souhaits, par exemple, avec la loi Leonetti-Claeys, qui a maintenant quelques années, où on peut donner des directives pour sa fin de vie. Est-ce qu'il avait fait des directives? Est-ce qu'il vous en avait parlé? Est-ce que vous en avez parlé avec le personnel médical? Dites-nous, Ginette. Oui, on en avait parlé au mois d'août 2024 parce que je voyais que sa santé se dégradait, ça descend par palier, et on avait tout dit, on avait donné nos souhaits à notre médecin traitant. Donc c'était bien clair. Et voilà, il ne voulait absolument pas. Il dit si jamais je ne peux plus rien faire, puis il ne pouvait plus rien faire. Il y avait que les yeux ne bougeaient même plus, ils étaient fixés au plafond. Il était prisonnier de son corps. Il avait dit je ne veux absolument pas qu'on me laisse comme ça. On m'avait proposé de lui mettre une seringue, une pompe à morphine. Oui. Alors j'ai dit non, alors là, il est hors de question. Il ne bouge plus. J'ai dit non, ça va servir à quoi de le maintenir en vie alors qu'il ne peut plus rien faire, même pas bouger le petit doigt, même pas bouger les yeux. Donc voilà. Donc, après, on l'a mis en soins confort. On a arrêté donc de l'alimenter, de l'hydrater. Et la morphine est calmant. Et puis voilà quoi. Et si jamais il y avait eu une loi qui n'est pas encore en cours, puisque aujourd'hui le droit à l'aide à mourir a été voté, mais c'était en commission par l'Assemblée nationale, donc après ça passe à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, ça repart au Sénat, toutes les choses ne sont pas dites. Vous pensez que vous auriez été partisane? Vous ne répondez pas si vous voulez, Ginette, hein. C'est une émission où les gens ont beaucoup de courage de nous appeler pour parler, donc s'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, vous ne répondez pas, il n'y a aucun souci. Vous auriez été partisane d'une euthanasie active ou
je ne sais pas, d'un suicide assisté tant que votre mari était encore capable de le faire? Oh, il n'était plus capable de le faire de toute façon. Hein. Il n'avait plus aucune réaction, rien. C'était non, il n'aurait pas pu le faire. Hein. Ça c'est évident. D'accord. Mais quand vous en avez parlé, parlé au mois d'août dernier, 2024, pardon, il y a 1 an et demi, excusez-moi. Est-ce qu'il aurait été capable de le faire si la loi l'avait permis, comme certains vont le faire, par exemple en Suisse ou en Belgique? Vous voyez ce que je veux dire? Le faire lui-même? Oui. Vous ne savez pas. Vous savez, on a poussé le plus loin possible. Oui. Je le motivais toujours. Moi, je me suis occupée comme d'un bébé jusqu'à la fin, sauf 1 mois avant parce que il a été hospitalisé, et je ne pouvais plus m'en occuper d'ailleurs parce que physiquement, ça devenait trop compliqué. Mais non, on a espéré, je l'ai boosté jusqu'au bout. J'ai toujours été positive, tout en sachant en connaissant l'issue, en sachant qu'elle était fatale, en sachant comment ça allait se produire, parce que notre médecin traitant m'avait bien expliqué tout, et je le motivais tout le temps. Et puis on était unis et dans la maladie encore plus qu'avant. Et puis vous savez, au bout de 53 ans, on n'a pas envie de se séparer. Hein. Donc c'était compliqué. Ginette, on entend votre témoignage bouleversant. Merci de nous donner tous ces témoignages. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à réagir au 0826 300 300 sur ce sujet qui est le droit à l'aide à mourir. Nous sommes avec Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir, c'est François-Louis. C'est ça, François-Louis. Voilà. Vous avez voulu réagir sur cette création d'un droit à l'aide à mourir, on vous écoute. Tout à fait. Alors moi j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Il est parti à 59 ans en peu de temps d'un cholangiocarcinome, pardon. Donc en fait c'est un cancer des voies biliaires. Oui. Il est parti rapidement malgré une intervention chirurgicale, alors qu'il n'y avait pas de métastase. Donc moi je pensais vraiment qu'il allait survivre. Dans des conditions où j'étais dans un déni parce que je m'accrochais en me disant qu'il allait vraiment, suite à cette intervention, pouvoir vivre. Et quand j'ai amené 10 jours avant son décès, papa en consultation avec le chirurgien, j'ai demandé des explications parce qu'on n'en avait pas. Et là, le temps que mon papa passe pour une sonde de nasogastrique pour pouvoir être nourri, le chirurgien me dit comme ça, mais enfin vous voyez pas que votre papa est en train de mourir? Et on m'a laissé repartir avec mon père, assise, sans avoir de voie veineuse, sans avoir une issue pour des soins palliatifs, à 59 ans. Enfin, je travaille dans le médical, donc j'ai su déployer tout ce qu'on a pu pour qu'il ait une fin de vie correcte. Mais je suis complètement pour cette loi et je suis contente qu'il y ait une première étape qui a été franchie ce soir. Et j'espère réellement qu'on va pouvoir rejoindre la Suisse et la Belgique. Car mon papa m'avait demandé, il est parti 8 jours après en fait, après avoir vu ce chirurgien. Il m'avait dit, il y a de l'insuline dans le frigo. Quand ça va pas, est-ce que tu peux m'injecter de l'insuline? Oui. Et on était avec mon frère et on essayait de le faire revenir à la raison. Et un matin, il s'est réveillé avec les yeux hagards. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu l'as pas fait? À ce moment-là, on a appelé l'infirmière pour qu'elle puisse lui passer des sédatifs. Oui. Et il est parti tranquillement, avec tout l'amour qu'on a pu lui apporter. Mais voilà, dans des conditions comme ça, quand il n'y a plus d'issue, pour toutes les pathologies aussi invalidantes où on ne peut plus bouger, il est temps de faire quelque chose. On est tous humains. Bien sûr. Alors Valérie, restez avec nous. Ginette, restez avec nous. Il y a beaucoup d'appels. On va avoir Nicolas dans quelques instants également, François-Louis. Tout à fait sur ce sujet. Le débat continue autour de la fin de vie. Je le rappelle, les députés ont approuvé en commission ce mercredi la création d'un droit à l'aide à mourir. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'idée d'un droit à l'aide à mourir? Est-ce que cette réforme vous touche personnellement ou peut-être même des proches? Dites-le nous, 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Font parler la France. Philippe David. Et on reprend sur ce sujet qui vous fait réagir, ce sujet qui porte sur
la création d'un droit à l'aide à mourir. Le 0826 300 300, vous êtes ouvert, vous avez un témoignage, cela vous concerne, cela vous choque, cela vous êtes d'accord, pas d'accord, dites-le nous. On est là pour vous écouter avec Philippe David. Et l'antenne vous est ouverte. Nous avons Ginette et Valérie. Vous avez vraiment toute l'attitude pour vous exprimer. Si vous voulez qu'on vous change de prénom, il n'y a strictement aucun problème. Des choses que vous ne voulez pas dire mais que vous voulez dire. Tout est possible sur l'antenne des Vraies Voix font parler la France. Et nous avons Nicolas qui nous appelle de Senlis. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Le droit à l'aide à mourir, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Dites-nous tout. Alors, dans les faits, on devrait être tous d'accord, parce qu'effectivement, c'est un droit pour chacun de devoir choisir sa fin. Moi, personnellement, je me vois pas souffrir sur un lit, ou je me vois pas non plus devoir être prisonnier de mon corps et puis d'attendre que ça sèche, clairement. C'est surtout en plus quand j'entends les témoignages des deux dernières auditrices. Ginette et Valérie, oui. Voilà, tout à fait, c'est effroyable. Enfin, je veux dire, à vivre humainement, c'est une expérience qui est absolument abominable. Mais j'ai eu une discussion surtout aussi avec le personnel médical au sujet du droit à mourir, ayant ma femme aussi qui est elle-même infirmière. C'est un débat qui est extrêmement compliqué dans le milieu médical parce que aussi, il faut y penser, c'est que si jamais on a une personne qui est effectivement dans une situation où elle ne peut plus décider ou alors où on sait que c'est la fin. Par exemple, on le sait, c'est terminé. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement les fameux soins de confort. Il y a beaucoup de gens, notamment chez les paramédics, qui vous disent « mais moi, j'ai pas envie de donner la mort ». Oui. C'est effectivement, je pense que on se représente pas bien ce que c'est aussi le cheminement, parce qu'une personne qui décède, c'est une tragédie. Mais derrière, le cerveau a un fonctionnement pour accepter le deuil. Mais... Simplement, par contre, est-ce que les gens se rendent compte de ce que c'est que de donner la mort à quelqu'un ? Mais si c'est pour la soulager, le cheminement est terrible. Alors, Nicolas, je vais citer le cas de quelqu'un qui a beaucoup médiatisé sa maladie terrible. C'est Charles Bietri, que tout le monde connaît, ou presque, journaliste, ancien président du PSG, qui est atteint de la maladie de Charcot, qui dit, il vit en Bretagne, je vais devoir aller faire un suicide assisté quand je ne pourrai plus en Suisse, parce que en France, je peux pas. Est-ce que vous seriez pour qu'on légalise le suicide assisté? Vous dites, certains soignants ne voudront pas donner la mort, et ce qui est leur droit le plus absolu, le plus total. Est-ce que vous considériez qu'on pourrait légaliser dans ce que va être la loi, hein, s'il y a une loi, bien évidemment, le suicide assisté, dont a parlé Charles Bietri et dont malheureusement beaucoup des Français partent pratiquer en Belgique ou en Suisse? Dans un certain sens, oui. Dans un certain sens, oui, parce qu'effectivement, on ne fait pas peser le poids le fait de devoir donner la mort à quelqu'un, on ne le fait pas peser sur quelqu'un d'autre. C'est pas on se décharge de la responsabilité. Personnellement, si moi demain, effectivement, je me retrouve dans une situation où je sais que je vais partir, je ne me vois pas dire à ma femme, tue-moi. C'est littéralement ce que je vais lui dire. Si je lui dis, je vais pas lui dire, est-ce que tu peux respecter mon droit à mourir ou dignement n'importe quoi. Non, c'est vraiment, mets un terme à mes jours. Je vais faire un parallèle qui peut paraître un peu gros pour certains. Je sais que ça va en faire bondir ou quelque chose, mais je vais demander aux gens qui écoutent, effectivement, posez-vous la question. Moi, j'ai fait euthanasier un animal. Je me sens beaucoup plus touché par la mort de mes animaux que j'ai fait euthanasier plutôt que d'avoir perdu un membre de ma famille. Parce qu'effectivement, on a le réflexe du deuil, mais donner la mort, même pour soulager, pour un dernier adieu, pour dire c'est mieux comme ça, il ne souffre plus, même ça ne vous soulage pas. Mentalement, cela vous détruit. Nicolas, on va faire réagir Valérie et Ginette, François-Louis. Oui, allez-y. Oui, moi j'ai fait euthanasier, pardon. Attendez, alors... Peu importe, allez-y Ginette. Peu importe, c'est Ginette là qui parlait ou Valérie? Les deux. Allez Ginette, allez-y. Oui, j'ai fait euthanasier un chat il y a 4 ans et sincèrement ce n'était plus possible parce que cette petite bête, on l'adorait. Elle souffrait beaucoup trop, c'était un calvaire pour elle et un calvaire pour nous. Ça m'a fondu le cœur, on a mis 1 mois à s'en remettre, on la voyait partout. Mais franchement, on peut pas laisser les animaux, on les laisse pas comme ça. D'abord ce serait de la maltraitance animale. Alors c'est là que ça me choque quand je dis on peut pas donner la mort à quelqu'un, évidemment, ça paraît évident quelque part, mais quand on sait que la personne, il n'y a plus aucun espoir et en plus qu'elle a exprimé le souhait de ne surtout pas vivre comme ça,
C'est terrible, évidemment que c'est terrible, mais je crois que voir quelqu'un souffrir et tout en connaissant la fin, c'est aussi terrible finalement. Valérie, qu'est-ce que vous voulez répondre à Nicolas qui dit donner la mort, c'est terrible? Mais moi je pense, on en parlait avec Ginette dont le mari avait une maladie neurodégénérative où votre père c'était un cancer foudroyant. Moi j'avais lu un livre qui m'avait traumatisé, je l'avais lu à l'été 97, vous voyez à quel point il m'a traumatisé, qui s'appelait Le Scaphandre et le Papillon. C'était l'histoire de Jean-Dominique Bobby, rédacteur en chef de Elle ou rédacteur en chef adjoint, qui a fait un AVC massif avec comme conséquence un locked-in syndrome où on ne peut plus communiquer que par une paupière qui cligne pour dicter le livre qu'il a écrit et qui a été ensuite adapté au cinéma. Moi, je voudrais pas vivre dans ces conditions. Est-ce que vous croyez pas que dans ces cas-là, alors là, vous n'avez pas la force de faire un suicide assisté parce que vous faites un AVC massif et après vous pouvez même plus bouger les mains ou les bras, mais faire des volontés, les dire à vos proches et là trouver un médecin compatissant qui lui acceptera de vous faire l'injection létale. Oui, moi je suis tout à fait en accord avec ça. Je peux comprendre le témoignage du monsieur précédent. Nicolas. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage en Belgique justement sur le suicide assisté et le médecin qui donnait la dose létale à la fin. Je travaille moi-même à l'hôpital. Oui. Donc j'ai quand même certaines connaissances. Et il expliquait que ça faisait 20 ans qu'il faisait ça et que il en faisait un par semaine, me semble-t-il, pas plus de 4 par mois, et qu'il devait se ressourcer dans la nature, faire beaucoup de méditation, parce que c'était aussi un processus, c'est lui qui injectait la mort, et c'était quand même quelque chose de particulier, mais il expliquait aussi pourquoi il avait choisi de faire ça. Et quand on est confronté réellement avec nos proches, et où il n'y a pas d'issue, où ils sont en souffrance, où c'est une volonté de leur part, je pense que quand c'est bien anticipé et quand c'est bien, les directives sont données bien avant d'être dans un état comme vous expliquiez avec le monsieur qui avait fait son AVC massif. Oui, qui a fait ce qu'on appelle un locked-in syndrome, c'est ce qu'on appelle en français le syndrome d'enfermement, mais qui est pas une pathologie connue par tout le monde. Voilà. Exactement, et qui est terrible. Qui voudrait vivre sans pouvoir, en ayant une conscience et sans pouvoir ni parler, ni faire savoir c'est horrible. C'est horrible. Personne. Donc, je pense que en France ou dans le monde, il y a des personnes peut-être qui se sentiront aller vers ce domaine et qui pourront prodiguer cette dernière dose létale parce que dans leurs convictions personnelles, ça sera un acheminement. Après, je peux comprendre ce que... Donc, excusez-moi, j'ai oublié le prénom. De Nicolas. Nicolas disait, parce que c'est sûr qu'il faut être au clair avec soi-même. Bien sûr. Avant de prendre ses décisions, et tout le monde ne peut pas. Et c'est quelque chose de donner la mort, c'est pas rien. Valérie, vous travaillez dans le médical, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je vais pas vous demander Comment? Je suis encore effarée de voir qu'à l'heure actuelle, tout ce que j'entends, l'hôpital est quand même en déchéance par rapport au budget, par rapport au manque de plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont superbes au niveau de l'hôpital, mais parfois on entend de la maltraitance quand même. Mais Valérie, est-ce que ce sujet de la fin de vie est encore tabou dans les établissements hospitaliers? C'est-à-dire que je ne pense pas. Je pense que ça dépend en fait. Mais les soignants sont tellement dans leurs soins quotidiens que c'est encore quelque chose qui est arrivé jusqu'à eux. Donc ils ont des habitudes de soins, des habitudes. Voilà, c'est des protocoles. C'est fait comme ça, c'est fait comme ça. On va pas malheureusement, en plus par manque de personnel, par fatigue, par plein d'événements, quand on est confronté à ça, voilà. On ne prend pas forcément le temps ou les réactions en fonction de la fatigue du soignant, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bien évidemment. J'étais effarée il n'y a pas longtemps sur le diagnostic d'annonce d'entendre un interne qui n'avait pas forcément été formé comme il fallait, ou que le senior avait dit c'est toi qui vas faire le diagnostic. Et il devait être fatigué, il avait fait des gardes, sans doute, il y avait plein de paramètres, je ne juge pas. Mais la façon dont il a donné le diagnostic
aux patients qui sont en face, mais c'est presque de la maltraitance. Et ça existe encore de nos jours. Restez là parce qu'on a des témoignages, on a beaucoup d'appels au 0826 300 300. On va continuer de parler de ce sujet qui est la fin de vie. Vous nous livrez des témoignages bouleversants. La libre antenne des vraies voix vous est ouverte. On vous laisse prendre la parole avec Philippe David. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. A été voté alors en commission, pas dans l'hémicycle, en milieu de journée à l'Assemblée nationale, François Louis. Tout à fait. Et on a Aurélien qui est avec nous. Aurélien d'Ivry-sur-Seine, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, oui. Vous souhaitez réagir aux propos de Nicolas qu'on a eu un peu plus tôt. Allez-y. Oui, tout à fait, parce que Nicolas m'a fait réfléchir. Sincèrement, ça m'a touché profondément. J'étais plutôt favorable, à l'accompagnement. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a touché vraiment, notamment sur le deuil. Il se trouve que j'ai perdu mes parents il y a plus de 20 ans maintenant. Et pour moi, c'était très compliqué le deuil. Et il a dit quelque chose en tout cas, qui pour moi est tout à fait juste. C'est que quelqu'un qui va accompagner, qu'on se soit mis dans la fin de vie, assister pour la fin de vie, ou même pour l'euthanasie, la personne qui va faire ça, est-ce qu'elle est véritablement prête? Et la question qu'il a posée m'interpelle beaucoup. Alors moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'exemple à donner. Seulement cela, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je vous remercie sincèrement, Sud Radio, de nous donner la parole, parce que l'air de rien, avec vos émissions, ça nous permet de cheminer également et à nous forger notre avis de manière beaucoup plus, objective, avec tout un tas de témoignages qui pourront peut-être, et là en l'occurrence c'était le cas, Nicolas m'a fait beaucoup réfléchir, et je le remercie parce que je suis pas sûr que j'aurais eu ce positionnement avant. Alors, je vous réponds, Aurélien, cette émission, Sud Radio, c'est écrit, c'est Parlons vrai. On aborde tous les sujets, ce sujet qui concerne le tabou absolu, ou un des tabous absolus de la vie, puisqu'il s'agit quand même de la mort. On en parle calmement, on échange nos confrontations, on confronte nos avis, on s'enrichit les uns les autres en discutant, parce que les expériences que vous avez tous vécues, moi je vous le dis, vous m'apportez énormément, parce que ça permet de mieux comprendre les choses, François-Louis, et ça réagit beaucoup. Restez bien en ligne, Aurélien. D'ailleurs, voilà, si vous voulez faire comme Aurélien, ou même Louise, qu'on va voir juste après, 0826 300 300 pour prendre la parole. Le micro vous est ouvert avec Philippe David. On prend tous vos témoignages. Louis nous appelle d'Occitanie. Bonsoir Louis. Vous souhaitez réagir à ce sujet qui est la fin de vie. On vous écoute. Oui. Mon père est mort il y a pas longtemps. Oui. Et pour vous expliquer, il a demandé qu'il parte digne. Oui. Voilà. Et comment dire ça? Louis, ça me bouleverse. Oui, je suis là. Prenez votre temps. Prenez votre temps, Louis. Prenez votre souffle. On a tout notre temps. Alors, donc, il a eu tripopontage, tout ça et tout. Oui. Et après, il a eu, grosso modo, une grande graine de la jambe droite. D'accord. Ok. Voilà. Il a demandé que je parte dignement. Avec mon frère, on lui dit, tu veux partir avec la jambe ou sans la jambe? Il nous a répondu avec entier. Par contre, que je ne souffre pas. Oui. Donc ça remonte pas loin, ça remonte à juin dernier, donc voilà. Oui. Voilà. Et ça, il est encore sur le cœur. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que cette loi faudrait que je vote. On peut partir digne. Et je vais vous poser une question indiscrète, je le répète, vous n'êtes pas obligé de répondre. De quelle manière votre père est-il parti dignement? Je vais vous répondre franchement, c'est hyper simple. Elle a attendu que ma belle-mère rentre des courses pour lui dire c'est mon dernier souffle. Oui. Et là, boum. Oui, Louis. Voilà. D'accord. On va... Louis, restez avec nous. On va faire réagir Jeannette qui a voulu prendre la parole et qui, visiblement, si je ne me trompe pas, Jeannette, bonsoir, vous avez travaillé dans les soins palliatifs. Vous avez entendu le témoignage de Louis à l'instant, qui a malheureusement perdu son papa il y a très, très récemment. On vous écoute.
Oui, je vous téléphone, c'est plutôt pour réagir à certaines choses. Moi, je ne peux pas dire que je suis pour l'euthanasie, mais ça qu'il y a, bon, s'il n'y a plus rien à faire, que la personne ne réagit pas, et puis si c'est pour partir comme un légume, et puis ses fesses, ils sont en train de pourrir, et tout noir, tout ça, la chair humaine, machin, c'est très très dur pour la famille de voir, même nous, pour faire les toilettes, c'est très, très, très stressant et ça nous fait mal pour le malade. Alors, Jeannette, même pour la famille. Jeannette, vous avez travaillé en soins palliatifs, c'est ça ? J'ai travaillé en soins palliatifs, mais j'ai pas travaillé qu'en soins palliatifs. D'accord. Parce que j'ai commencé à 18 ans, j'ai travaillé dans les urgences, un peu partout, et j'ai fait quand même pas mal de services, mais je fais les soins palliatifs et puis la gériatrie. Alors moi, je connais bien ce sujet-là que vous parlez. C'est pour ça que vous avez voulu témoigner. Jeannette, on revient sur ce tabou. Moi, j'ai vu le cas de quelqu'un dans ma famille, d'ailleurs, il y a plus de 40 ans, qui avait un cancer en stade terminal, qui était à la dose maximale de morphine, qui hurlait de douleur et qui a été, on va le dire, euthanasié par une dose supplémentaire de morphine qui a été létale. Je remercierai jamais assez le médecin d'avoir eu le courage de faire cet acte, plutôt que de laisser quelqu'un souffrir en hurlant, en se tenant au barreau du lit de l'hôpital. Est-ce que ce type de comportement se pratique, comme vous avez fait plusieurs services, gériatrie, palliatif, est-ce que ce type d'acte, qui est illégal, mais qui est à mon avis humain, se pratique? Et s'il se pratique, est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que c'est selon le médecin? Est-ce que ça se pratique ou pas? Non, c'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à faire, je pense qu'il faut aider le malade à partir. C'est-à-dire C'est-à-dire quand il n'y a plus rien à faire et puis le malade est déjà dans un coma, il a une fièvre pas possible, on ne peut rien faire. Vous voyez? C'est à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux le laisser partir. On a resté avec nous, Jeannette, on a des témoignages notamment sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez d'ailleurs, vous pouvez le faire, c'est simple, sur Facebook, Twitter, avec le hashtag Les Vraies Voix, vous pouvez réagir. On a Pierre et Yves qui nous a écrit un message, et ça va peut-être faire réagir justement vous qui nous écoutez. Il dit, des fois, il y a plus d'humanité dans la médecine vétérinaire. Avant de faire une loi sur la fin de vie, il faudrait mettre en avant les directives anticipées. Voilà ce qu'on dit. Je ne sais pas si ça peut vous faire réagir, mais en tout cas, c'est le témoignage que nous livrent là nos internautes sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a Valérie qui veut réagir. Allez-y, Valérie. Oui, sur les directives anticipées, alors, il y a quelque chose à faire. Pardon, excusez-moi. Pour les directives anticipées, effectivement, il y a quelque chose peut-être encore à plus porter au niveau de la communication, que tout le monde puisse avoir accès aux directives anticipées et qu'on puisse les suivre à partir du moment où les choses vont évoluer. Bien sûr. Bien sûr, mais et ça c'est essentiel et ça passe par une bonne communication aussi, à mon avis. Ça passe par une bonne communication. Nicolas voulait réagir. Vous nous êtes de Senlis parce que vous êtes très nombreux là en ligne. On vous écoute, Nicolas. Je vous laisse échanger entre vous d'ailleurs quand vous avez des choses à vous dire. Moi, j'ai entendu le discours de Jeannette par rapport à tout ça. Très touchant. Très touchant, puis en plus surtout que ce qu'elle décrit, c'est aussi la réalité du monde médical. Pour avoir ma femme qui est en soins critiques, j'en ai discuté avec une de ses collègues parce que justement on avait discuté de ça suite à la sortie du débat médiatisé, etc. J'ai posé cette question à la personne, elle m'a dit mais de toute façon dans les hôpitaux c'est réel ce qu'on m'a dit, accrochez-vous bien, quand on euthanasie quelqu'un entre guillemets de manière douce, il n'y a pas de réel accompagnement. Oui. Elles me l'ont toutes dit, elles m'ont dit il n'y a pas de réel accompagnement, il y en a même qui sont allés plus loin, qui m'ont dit clairement mais durant le Covid il y a bien des gens qui ont tué des gens au Rivotril, ça a choqué personne, etc. Bon, ça c'est l'extrême, etc. On a parlé tout à l'heure du suicide assisté. Ça aurait peut-être entre guillemets une solution palliative à ce débat qui est autant éthique mais qui ne marche pas dans tous les cas de figure, qu'on le veuille ou non. Je prenais l'exemple du Lockton syndrome. Là, ça marche pas. Encore la maladie de Charcot, avant d'être vraiment trop handicapé, on peut le faire. Je pense bien sûr à Charles Bietri, mais là, quelqu'un qui a un AVC massif qui se retrouve en Lockton syndrome, il ne peut rien faire. Lui, il a besoin qu'on l'aide.
Bien sûr. Alors le sujet de toute façon, en vérité, il est éternel parce qu'après derrière, ça peut déboucher sur autre chose. C'est éminemment comment politico-éthique, moral, parce qu'on va se dire oui, mais après derrière le locked-in syndrome, ces gens-là ne peuvent pas réagir, donc du coup ils peuvent pas vraiment décider. Donc il va falloir quelqu'un pour y mettre un terme, donc quelqu'un pour le tuer. En vrai, c'est vraiment ça. Ah non, mais pour lui donner. On dit les termes, c'est non, mais bien sûr. Pour le tuer. Donc ça veut dire quoi ? Moi, la chose dont j'ai peur, c'est pas tellement le droit à mourir, c'est qu'en fait c'est la dérive que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'après derrière, si on a ce droit à mourir, imaginons un instant une situation où il y a une personne qui a le locked-in syndrome. On est dans un hôpital totalement normal et les personnes, il n'y a aucun médecin, aucun paramédic, aucun infirmier, personne ne veut prendre la décision de donner la mort à cette personne. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner l'injection à la famille et puis c'est la famille qui va tuer la personne au risque de la détruire mentalement. Parce que même si vous avez le sentiment de libération, je vous le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, le cheminement, ce n'est pas le même. Les gens qui délivrent la mort, les gens qui le donnent, c'est pas la même chose. Mais la dérive dont j'ai peur, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'après, c'est un permis de tuer. Alors, c'est ça dont j'ai peur. Si les autres auditeurs veulent réagir, il y a une question quand même qui se pose. Est-ce que mais dans ces cas-là, il y a la loi Leonetti qui prévoit, par exemple, si je ne m'abuse, qu'on peut arrêter l'alimentation en maintenant l'hydratation. Mais est-ce que c'est pas plus cruel de laisser mourir quelqu'un par non-alimentation où ça va prendre des jours et des jours pour partir, plutôt que par une injection où ça va prendre de 2 minutes, quoi. Ginette. Ma grand-mère en a été. C'est ce qui s'est passé pour mon mari. D'accord. Donc lui, ils ont arrêté de l'hydrater, c'est ça, Ginette ? Complètement. Et donc ça a passé, je reprends mes notes, ils ont arrêté les soins le mercredi, il est décédé la nuit du dimanche au lundi. Tout à fait, oui. Donc ça a duré pratiquement une semaine. 5 jours, oui. Et il s'en est rendu compte puisque je l'ai vu, les grosses larmes qui coulaient sur sa joue. Et il a bien entendu qu'on allait arrêter l'hydratation. Oui, les soins, oui. Donc, et moi, pour ça, j'avais déjà dit chez Patrick, ça y est, il a nommé. Patrick Roger, pardon. Dans la matinale. Que vous retrouvez dans la matinale Sud Radio, tout à fait. Oui, ça devrait être au cas par cas. Absolument. Je le pense aussi fondamentalement. Avec le médecin traitant, avec le médecin de l'hôpital, la famille. À partir du moment où le malade a déjà donné ses souhaits, ça devrait être au cas par cas. J'avais demandé à notre médecin traitant qui m'avait bien expliqué tout le cheminement de cette maladie, qui m'avait dit comment ça se terminait. J'ai dit écoutez docteur, vous pourrez nous aider le moment venu. Il m'a dit écoutez madame, on ne peut plus faire ça. Ça fait 30 ans qu'on ne peut pas faire ça, sinon je risquerais d'être radié de l'ordre des médecins. Parce qu'il suffit que quelqu'un dans la famille dépose plainte ou ci ou ça. Et donc, ça se faisait. J'ai entendu quelqu'un le dire tout à l'heure, puis il y a peut-être bien vous. Oui, non, moi, ça s'est passé dans ma famille il y a plus de 40 ans. Oui, dans votre famille, il y a 40 Absolument. ans, voilà. Et donc, le médecin traitant, c'est quand même la personne la mieux placée pour savoir quelle est l'évolution et comment faire. Donc, moi, je suis pour le cas par cas. Évidemment, il faut éviter les dérives, évidemment. Bien sûr. Oui, parce que on peut vouloir accélérer le départ de la personne pour X raisons. Donc, bien sûr. Restez bien avec nous tous. On va faire toute l'émission sur ce sujet que vous êtes très nombreux à appeler, parce qu'il y a un sujet quand même que je voudrais vous soumettre. On parle des dérives. Comment est-ce qu'on peut les éviter si jamais il y avait une loi ? On va en débattre ensemble, François-Louis. Absolument. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il faut composer pour participer à l'émission. Vous avez quelque chose à dire ? Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les propositions qu'il y a sur la fin de vie et l'aide à mourir ? Et vous nous le dites au micro de Sud Radio. L'antenne vous est ouverte. On se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David. Et on revient sur ce sujet qui est la fin de vie, un sujet qui vous fait énormément réagir. Vous nous livrez des témoignages bouleversants. D'ailleurs, merci parce que c'est très courageux de votre part de témoigner des choses qui vous concernent directement ou qui concernent parfois vos proches. On va continuer à vous donner la parole. On est encore avec Aurélien, Nicolas, Valérie et Jeannette qui sont avec nous. On vous redonne la parole tout de suite. Valérie, je voulais vous poser une question parce que vous êtes partisane de l'aide à mourir. Nicolas l'est moins, Jeannette a travaillé comme vous dans le médical. Il y a une question qui se pose. Moi,
Je suis partisan d'une loi pour aider à mourir et pour le suicide assisté, je l'assume totalement et je peux en débattre avec n'importe qui. Par contre, il y a une chose que je ne veux surtout pas, c'est qu'on fasse par exemple des suicides assistés pour des personnes qui sont en dépression grave pour des problèmes psy, parce que là je pense que c'est pas un problème d'euthanasie, là c'est un problème psychologique et qu'on ne peut pas l'accepter. Ça n'a rien à voir avec un cancer incurable ou une maladie de Charcot ou un Lockton syndrome. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement d'accord avec vous. Parce que certains disent que ça peut être une des dérives qui arriverait. Il faut que tout soit encadré en fait et structuré. C'est un gros travail de fond qui doit être mené. Et comme j'entendais aussi Linette qui parlait éventuellement du médecin traitant qui pourrait donner, ça ce serait dans la meilleure vie, ce serait bien que ce soit comme ça, mais ça pourra jamais être comme ça. Moi je pense qu'il faut vraiment que tout soit voté au niveau des lois, encadré, qu'il y ait des structures spécifiques, qu'il y ait des unités spécifiques pour pas qu'il y ait de dérive en fait. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont en dépression ou avec des pathologies psychiatriques, elles sont en souffrance. Bien sûr. Mais à l'avenir, on aura aussi, avec les thérapeutiques, des évolutions possibles et une possibilité réversibilité de la maladie ou un accompagnement différent. Donc je pense que tout ça doit être encadré et bien structuré et ça va mettre du temps. Bien évidemment. Jeannette, vous êtes d'accord avec mon approche qui dit que par exemple, on doit encadrer strictement le type de pathologie et ne surtout pas prendre en charge, par exemple, les pathologies psy, parce que ça se soigne autrement que par une fin de vie. Oui, c'est ça que je disais, que les personnes âgées ou bien les collègues, parce que moi j'ai eu des collègues aussi, des jeunes collègues qui avaient un cancer et puis ils s'est retrouvés aux soins palliatifs et puis c'est nous étant collègues qui faisaient tout pour elles, pour partir aussi. Vous savez, on a eu des surveillantes, on a eu pas mal de personnel qui sont venus en soins palliatifs parce qu'ils allaient mourir aussi. Alors donc pour avoir des collègues qui ont travaillé toute notre vie et puis les retrouver dans un lit en soins palliatifs, je peux vous dire, c'est très très dur pour nous. Et je peux vous dire que les médecins aussi, ils font ce qu'ils peuvent parce que les gens, ce qu'ils croient que comme ils sont à l'hôpital, alors ils viennent avec le malade, ils viennent voir le malade, mais ils savent pas qu'il y a le staff, ils savent pas qu'on réunit tout le personnel et toute la direction pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce malade-là. Alors donc les gens ils parlent pour ne rien dire et puis le médecin traitant il ne peut pas donner la mort comme ça parce que c'est dans une unité qu'on amène les gens parce qu'il faut les mettre, on ne peut pas les enterrer comme des chiens quand même. Mais je vais vous dire, moi quand il y a eu la Covid là, j'ai fait au moins 15 ou 20 malades qui sont morts avec la chaleur là. Eh bien psychologiquement on n'a pas eu le retour, on n'a rien eu. Et moi, psychologiquement, ça m'a touché. J'ai perdu au moins 3 collègues, des jeunes collègues, des cancers. Eh ben moi, j'ai travaillé avec eux. Quand ils sont partis dans l'aile, eh ben moi, je voulais plus rester dans l'aile parce que j'entendais leur voix. Vous comprenez? C'est une souffrance pour nous. Oui. Nous, déjà, étant personnel, il va falloir qu'on nous aide à s'en sortir mentalement, psychologiquement. Parce que c'est pas facile de travailler dans les hôpitaux. On va faire réagir Jeannette. Nicolas, vous qui n'êtes pas personnel hospitalier, mais votre femme, je crois, oui. Quand vous entendez Valérie et Jeannette, moi, je me dis qu'il y a un besoin fondamental. C'est le soutien psychologique également de ces personnes qui travaillent dans des services particulièrement durs psychologiquement comme les palliatifs. Mais est-ce qu'il ne manque pas aussi une aide psychologique aux malades et aux familles des malades ? En vérité, il manque de pas mal de choses. Moi, je le vois aussi surtout on est bien d'accord, de beaucoup de choses, oui. Non, et oui, c'est peu de le dire. Oui. Mais pour les hôpitaux, pour ce qui concerne le personnel soignant, moi je le vois effectivement déjà rien qu'avec ma femme, effectivement le soutien psychologique c'est essentiel. Moi quand j'entends le témoignage de Jeannette, effectivement je comprends tout à fait, il faut un soutien psychologique pour les soignants, il faut un soutien psychologique pour les familles. Personnellement moi j'ai déjà vu des gens mourir sous mes yeux, j'ai ma grand-mère qui est décédée à l'hôpital dans son coma en étant en arrêt d'alimentation, tout ça etc. Donc qui est partie, on l'a laissé crever clairement, je vais vous le dire, on parle vrai, mais
on l'a laissé crever, on n'a pas demandé notre avis, etc. On nous a dit de toute façon elle était déjà partie. Super, voilà. Bon, on n'a pas eu d'accompagnement psychologique, on n'a rien eu. Moi, tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur l'encadrement. Je suis totalement d'accord avec vous, Philippe, et notamment aussi avec ce que disait Valérie. Totalement, il faut que ce soit encadré, il faut qu'il y ait un encadrement qui soit ferme. Si une pathologie est réversible, on ne l'accorde pas comme ça. Si le médecin dit qu'effectivement que le cheminement, que la fin est inéluctable, effectivement, il faut pouvoir avoir un suivi, autoriser le suivi d'assister si la personne est encore en capacité de pouvoir répondre à un questionnaire. Voilà, c'est ta capacité de répondre à un questionnaire, ou alors après, pouvoir donner la mort à quelqu'un si effectivement la personne ne peut pas bouger, que c'est un légume, enfin c'est un bâton dans son lit, effectivement il faut pouvoir faire quelque chose. Après, qui tiendra la seringue? Je vais le dire grossièrement, mais qui appuiera sur la gâchette le premier? Ça, c'est notre question, et honnêtement, si on parle de soutien psychologique, je crois que c'est pas tellement un soutien psychologique qu'il va falloir après, mais limite des cellules de crise. Mais derrière, voilà, c'est un débat qui est éternel et qui pose beaucoup de questions. Mais après, derrière, voilà, j'adresse aussi tout mon soutien, notamment au personnel hospitalier qui remplit des tâches qui sont absolument colossales. Dans des conditions plus que compliquées. Mesdames, messieurs, on vous fait travailler comme des chiens, on vous fait prendre des décisions qui sont terribles. J'ai entendu des médecins qui ont donné la seringue à des paramédics pour faire le boulot à leur place. J'ai entendu des tas de choses. Vous n'avez pas moyen, on vous a laissé tomber, vous êtes sous-payés. Franchement, gros courage à vous. Mesdames qui êtes les auditrices Jeannette et Valérie, courage à vous. Gros soutien à vous, en tout cas, que ce soit autant psychologique, moral, ce que vous voulez. Et sincèrement, c'est un débat qui n'est pas prêt de se terminer, je crois. C'est clair. Valérie, Jeannette, vous voulez répondre à cette belle déclaration que Nicolas vient de vous faire? C'est-à-dire, l'histoire de prendre la seringue et puis de donner à n'importe qui, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. D'accord. Je vous dis, moi, j'ai travaillé très longtemps là-bas. Non, ça se passe pas comme ça. C'est une réunion. Quand on fait une réunion, on parle du malade. Il y a la famille qui, des fois, qui a été vue par le chef de service déjà. Et quand le chef de service lui dit comme quoi on peut rien faire, eh ben c'est à ce moment-là qu'ils prennent les décisions. Parce que c'est une décision qui est très dure. Vous croyez que le médecin, il va mettre un produit dans le truc comme ça se passe pas, ou bien on va choisir un interne ou bien une infirmière pour lui dire d'appliquer? Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas des bétails, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Les trucs. Alors, Valérie, vous voulez réagir à ce que disait Nicolas? Oui, alors déjà je remercie Nicolas et c'est vrai un soutien à toutes les personnes, le personnel hospitalier, paramédical et autres, et même médical. J'ai envie de dire à Ginette que chaque établissement est géré d'une façon différente, chaque service a en fonction de ce qui s'y passe, des ambiances, des personnes différentes qui travaillent, et je peux entendre ce que nous a partagé. Je suis désolée, j'arrive pas à retenir le prénom, c'est Didier, non? Nicolas. Nicolas, excusez-moi Nicolas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. Ça doit être l'émotion. Mais effectivement, des dérives, il y en a partout. Oui. Chaque personne est différente et donc il faut aussi l'entendre. Voilà, et ça peut exister. Mais dans les trois quarts du temps, on essaye de faire les choses de façon structurée et convenable. Et l'hôpital est quand même, on a la chance d'avoir des hôpitaux en France, de pouvoir être soignés. Je pense que les personnes qui travaillent dans l'hôpital ont des valeurs humaines. Et c'est ce qu'il faut essayer malgré tout ce qu'on peut parfois subir, il faut essayer